Les gobe-mouches de Vénus vivent naturellement en Caroline du Sud, dans le sud-est des États-Unis. C'est le seul endroit au monde où ils sont naturellement présents. Cela représente une superficie d'environ 40 km². Pourquoi toutes les plantes ne sont pas carnivores? La réponse est à la fois simple et compliquée. Tout d'abord, nous pouvons dire que toutes les plantes sont carnivores, parce qu'elles aspirent par leurs racines des minéraux et des nutriments qui proviennent essentiellement de la décomposition dans le sol d'animaux morts. Mais chez les plantes spécifiquement carnivores, celles dont les feuilles ont effectivement changé de forme pour fabriquer des pièges, il s'agit d'un accident de l'évolution qui s'est probablement produit il y a environ 50 millions d'années. Ces plantes qui poussent dans de très mauvaises conditions nutritives ont évolué ainsi pour pouvoir capturer des insectes et extraire des minéraux et des nutriments directement à partir de ces insectes. Mais comment ces plantes font-elles pour attraper des insectes? Comment font-elles pour bouger en étant dépourvues de muscles et de nerfs? Le gobe-mouche de Vénus tire son énergie de l'eau stockée. Il pompe l'eau très vite pour fermer le piège et la libère pour l'ouvrir. C'est au niveau de la charnière du piège que des cellules se remplissent d'eau, ce qui provoque la fermeture des lobes. Ces minuscules poils déclenchent le piège. Lorsque la proie touche successivement 2 poils sensitifs dans un délai de 20 secondes, elle actionne un piège mortel qui se referme inexorablement sur elle. Pour la plante, l'avantage est évident. Une simple brindille ne la fera pas se refermer pour rien. Seule l'agitation d'un insecte a des chances de déclencher un deuxième poil. De plus, la sensibilité des poils est réglée pour que le choc de la pluie ne déclenche pas la fermeture. Mais comment la plante fait-elle pour manger des proies aussi énormes? Les plantes carnivores ne sont pas seulement des bouches, mais aussi des estomacs. Elles utilisent ces multiples enzymes rouges pour réduire en bouillie leur proie. La plante sécrète des enzymes, tout comme les gens ont des enzymes digestives dans l'estomac. Et puis la plante absorbe simplement tous les nutriments et les sucs laissés par l'insecte dissous. Les plantes carnivores ne digèrent que les parties molles des proies. Seul reste l'exosquelette des insectes. Un gobe-mouche de Vénus mettra environ 3 à 5 jours pour digérer complètement une fourmi ou une mouche. Pas besoin de débarrasser les restes. Le gobe-mouche de Vénus ne dînera que 3 ou 4 fois dans sa vie. Puis il noircit et se fane. La plupart des plantes carnivores vivent dans des marécages, ce qui oblige Aaron Ellison à utiliser un kayak pour les approcher. La drosera, ou les plantes proches des drosera, est probablement le type de plante carnivore le plus primitif et le plus ancien. Cette évolution d'un piège collant à un piège plus compliqué s'est produite au moins 5 ou 6 fois dans le règne végétal. Les drosera sont le groupe primitif, suivi dans leur prochaine séquence évolutive par les Sarracenia d'Asie, les Nepenthes, et dans la dernière séquence évolutive par les gobe-mouches de Vénus. Bien que primitif, ce piège collant n'en est pas moins efficace. Chaque boule brille au soleil comme une goutte de rosée et agit comme un puissant aimant pour attirer l'insecte. Elle recèle une colle extrêmement puissante. Tout insecte qui s'y pose se retrouve englué, sans aucune possibilité de se dégager.
Le papier collant que nous utilisons l'été dans nos cuisines pour attraper les mouches obéit au même principe. Les efforts de ce moucheron pour s'extirper du piège sont vains. Une fois immobilisé, il va être dissous par les enzymes ronds que l'on voit tout le long de la tige. Les sarracénias sont considérés comme les plus avancés des plantes carnivores, car ils utilisent une grande variété de méthodes pour attirer, piéger et digérer les insectes. Les sarracénias ont ces poils qui pointent vers le bas, de sorte que lorsque l'insecte tente de remonter la pente, il est retenu par les poils et chute dans l'urne. L'intérieur est enduit d'une cire qui transforme ces plantes en toboggan pour les insectes. Ils glissent vers le bas, où ils sont capturés et digérés. Le microscope électronique permet de pénétrer à l'intérieur de cette forêt de poils, tous dressés dans le même sens pour empêcher la proie de remonter. D'autres espèces ont remplacé les poils par de véritables plaques dans lesquelles les insectes se coincent inévitablement les pattes. Certains poils sont même munis de colle à leur extrémité. Pour les plantes carnivores, il importe de pouvoir s'adapter en fonction des différentes tailles et types de proies. Il existe plus de 500 variétés de plantes carnivores qui vivent dans les marécages. Mais certaines ne sont pas là où on les attend. Plus rapide que le piège du gobe-mouche, plus puissant que le meilleur piège à souris, voici les utriculaires. Même si les utriculaires sont probablement les plantes les plus communes dans tous les lacs et les étangs, la plupart des gens qui les déplacent en pagayant vont penser que ce sont des algues. Mais si vous les mettez sous un microscope, un nouveau monde végétal apparaît. Grâce à un piège en forme de sac, muni d'un clapet qui se ferme à la vitesse de 10 à 15 millièmes de seconde, ces plantes carnivores capturent du zooplancton. Mais contrairement aux carnivores de surface, leurs pièges ne contiennent pas de glandes digestives. Comment font-elles donc pour digérer ces proies vivantes? Les utriculaires ont pactisé avec plus petits qu'elles, de minuscules protozoaires qui ne tardent pas à arriver. En peu de temps, c'est une véritable armée qui réduit la proie en bouillie. Grâce à leur alliés, ces faibles protozoaires ont la possibilité de s'alimenter sur des proies énormes qu'ils seraient bien incapables de capturer eux-mêmes. Et grâce à eux, l'utriculaire va pouvoir trouver et digérer l'azote et le phosphore qui lui sont indispensables. C'est une véritable symbiose à l'échelle microscopique. Rassasiée, la plante peut alors s'épanouir en cette magnifique fleur. Les plantes utilisent de l'énergie pour construire des structures. Tout comme les gens investissent de l'argent dans les entreprises, les plantes investissent dans les structures de carbone. Nous nous attendions à ce qu'une structure complexe comme celle de la Vénus gobe-mouche ait besoin de beaucoup de carbone pour grandir. Mais à notre grande surprise, notre recherche a démontré que, comparé à une feuille normale qui prend environ 1,5 g de carbone par gramme de feuille, ces pièges de plantes carnivores, très élaborés et que nous supposions très coûteux à produire, se sont en fait révélés vraiment bon marché. En moyenne, 20 à 25% moins cher, moins coûteux en énergie que les feuilles d'une plante normale.
Si l'homme devait concevoir un piège de gobe-mouche, il inventerait un système de pompes, de poulies et de moteurs qui aurait besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. À l'inverse, il pourrait penser comme une plante et trouver comment employer l'énergie stockée dans l'eau, l'extraire, puis la réutiliser de nouveau pour réinitialiser le piège. Donc, les plantes comme les gobe-mouches ont beaucoup à nous apprendre. Nous voyons beaucoup de plantes carnivores géantes dans les films de science-fiction. Mais les plantes carnivores ne peuvent évidemment pas atteindre une taille si importante. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Toutes les grandes plantes, comme les arbres, ont un tas de structures de maintien, comme l'écorce, le bois, le tronc. Les plantes carnivores sont des herbes. Elles ne font pas de bois. Pour une plante carnivore géante, rester debout impliquerait une telle demande en énergie qu'il n'y en aurait plus assez pour les pièges.